Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être au rendez-vous du programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va évoquer les relations entre l'État palestinien et les États-Unis. L'État palestinien qui va désormais refuser toute aide des États-Unis. Mamadou Diouf, notre éditorialiste, est avec nous pour évoquer le sujet. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas va refuser à partir de fin janvier les aides que le gouvernement américain lui fournit encore afin de ne pas s'exposer à des plaintes aux États-Unis pour financement du terrorisme, a indiqué mardi donc un responsable palestinien. Cette décision est motivée par l'adoption aux États-Unis en 2018 de l'Anti-Terrorism Clarification Act qui autorise les citoyens américains à poursuivre en justice pour des faits de terrorisme des gouvernements étrangers bénéficiant de l'aide américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mamadou Diouf, dans cette zone avec l'autorité palestinienne et les États-Unis sur cette décision spécifique? En fait, ce qui se passe, c'est que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, tout le monde savait déjà que les États-Unis soutenaient Israël, mais le soutien est devenu plus ardu et le soutien est devenu plus évident. On l'a vu à travers le fait que c'est lui qui a fait ce que tous les autres présidents avaient reporté, transférer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a eu ce jour-là comme morts et blessés à cause de la cérémonie d'installation de cette ambassade des États-Unis au niveau de Jérusalem. L'autre aspect, il ne faut pas oublier que le même Trump a décidé de réduire très fortement la part que les États-Unis apportaient aux Nations Unies dans le cadre de l'aide que les Nations Unies apportaient au peuple palestinien de façon générale. Ensuite, de plus en plus, les Palestiniens ont l'impression, et le président Abbas l'avait dit après l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, que pour eux, les États-Unis ne peuvent plus être un partenaire fiable dans le cadre de la négociation pour la création d'un État palestinien. Et je crois que c'est ce processus qui se poursuit. Il s'y ajoute ce que vous avez dit tout à l'heure. Cette loi qu'on appelle Anti-Terrorism Clarification Act pose un problème parce que les Américains, quand on prend l'argent public et qu'on le met quelque part, n'importe quel citoyen américain a le droit de demander qu'on dise qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent. Ici, avec la loi antiterroriste, les gens considèrent que ce qui est donné est parfois utilisé par des organismes qui peuvent s'en prendre à Israël et que les États-Unis considèrent comme étant des organisations terroristes. Et effectivement, il ne faut pas oublier que parmi les citoyens américains, il y a beaucoup de juifs. Il suffit que n'importe qui se lève pour faire une quelconque réclamation pour que l'autorité palestinienne se trouve dans une situation difficile pour expliquer comment se fait-il que tel Palestinien ait profité de cette aide. Et c'est des complications. Je crois qu'ils ont préféré prendre le devant, se libérer d'éventuelles enquêtes que les Américains vont vouloir mener par rapport à une aide qu'ils leur ont donnée. Mais c'est également une façon de montrer aux Américains qu'ils en ont assez de les voir dire qu'ils viennent les aider, alors que c'est eux les premiers soutiens d'Israël, c'est eux qui vendent à Israël les armes, c'est eux qui empêchent aux Nations Unies de condamner Israël quand Israël fait des exactions par rapport à la population palestinienne. Je crois que c'est une façon également de dire assez aux Américains. Alors, quand on parle de l'aide américaine à l'autorité palestinienne, c'est quoi? C'est une aide humanitaire? Quelle est la nature de cette aide? Elle est de plusieurs natures. Elle a une nature multilatérale, où ça ne vient pas directement des États-Unis pour venir au niveau des Palestiniens, mais ça passe par l'Organisation des Nations Unies elle-même, à travers ces organismes spécialisés qui s'occupent des questions humanitaires. Et il y avait un volet spécial destiné aux populations palestiniennes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 4 millions de Palestiniens qui sont des réfugiés, et même les Palestiniens à l'intérieur du reste du territoire palestinien sont parfois dans une situation extrêmement difficile, en particulier ceux qui sont à Gaza, qui vivent actuellement sous un blocus israélien. Il y avait une autre aide qui venait directement des États-Unis, qui permettait un peu aux États-Unis de jouer à l'équilibre. Parce que tout le monde sait qu'ils aident militairement Israël de façon extrêmement forte. Bon, il fallait, pour être l'arbitre, faire quelque chose également pour les Palestiniens. Et les textes des États-Unis visent surtout cette aide-là
qui est plutôt une aide directe, une aide bilatérale, directement entre les États-Unis et les Palestiniens, qui était remis à l'autorité palestinienne et qui profitait aux populations palestiniennes de façon générale, y compris sur des questions de sécurité, pour les questions de sécurité sur le territoire palestinien. Est-ce que c'est une aide qui va directement à l'autorité palestinienne? Oui, c'est l'autorité. L'aide multilatérale n'allait pas totalement de façon directe à l'autorité palestinienne. Il y a une partie de cette aide qui était souvent rétrocédée à des ONG qui sont sur place, qui s'occupaient des populations palestiniennes, ou bien qui étaient transformées en médicaments, en un certain nombre d'éléments qui participent au secours quand il y a eu souvent des affrontements entre les deux pays. Au niveau de l'aide directe, de l'aide bilatérale, il y a une partie effectivement qui revenait au niveau de l'autorité palestinienne, surtout dans la partie Cisjordanie, et qui était effectivement gérée par l'autorité palestinienne. Mais en coupant cette aide, qui perd? En fait, les deux vont perdre. Quelle crédibilité les Américains vont avoir devant les Palestiniens s'ils sont totalement du côté israélien, sans rien faire pour les Palestiniens? Déjà, tout le monde disait que leur position d'arbitre n'était pas du tout une très bonne position parce que tout le monde connaissait leur penchant. Aujourd'hui, ça ne sera plus un penchant, ça sera carrément un parti pris d'un côté par rapport à l'autre. Les Palestiniens également vont perdre parce que l'État palestinien n'est pas encore un État constitué en bonne et due forme. Une bonne partie des Palestiniens vivent avec l'aide extérieure, que ça vienne des Américains, que ça vienne des Nations Unies, que ça vienne des pays arabes ou des pays occidentaux, pour dire que quand une partie de cette aide-là va partir, c'est sûr que les Palestiniens, dans un premier temps, vont subir les conséquences en attendant, comme l'a dit Saïb Erekat, que les gens aillent vers d'autres puissances, occidentales en particulier, puisqu'il les a citées, pour que l'aide que les Américains accordaient aux populations palestiniennes, que d'autres puissent venir prendre la place des Américains pour que ce vide ne soit pas préjudiciable aux populations palestiniennes. Et de façon spécifique, quels sont les secteurs, les domaines qui vont être les plus impactés par cette rupture d'aide? La santé, par exemple. Puisque tout le monde sait que le blocus à Gaza fait que l'obtention de médicaments même est un problème. C'est la raison principale pour laquelle on a vu souvent les Palestiniens creuser des tranchées, passer en dessous des tranchées pour aller trouver des médicaments en Égypte en particulier. Ça va concerner également l'aspect alimentaire, puisqu'il arrive qu'Israël, parce qu'on a tiré un missile Scud ou on a poignardé un Israélien, ferme les frontières. En ce moment, même la fourniture en termes alimentaires, du lait par exemple, du carburant, tout devient un problème. Et souvent, à travers cette aide, les gens parvenaient à permettre à des structures sanitaires de pouvoir fonctionner en les aidant, en leur donnant un certain nombre de produits, en installant du matériel pour leur permettre de générer de l'électricité sur place, parce que c'est une des difficultés au niveau des territoires palestiniens, en permettant également de former et de mettre à disposition du service de sécurité de la Palestine, puisqu'il ne faut pas parler d'armée, ce n'est pas un pays, du matériel également de la formation pour leur permettre d'assurer ce rôle. C'est eux également qui étaient les interlocuteurs des Américains, il faut le dire également de façon claire, parfois sur cette question de l'espionnage pour connaître un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du territoire. Donc, il est sûr que les Palestiniens, dans un premier temps, auront quelque chose à perdre. Les Américains auront moins de choses à perdre. Les Palestiniens doivent rapidement trouver d'autres partenaires pour prendre la place des États-Unis. Justement, est-ce qu'il y a d'autres partenaires en vue avant que l'autorité palestinienne décide de se passer de cette aide américaine? Il y a des partenaires, parce que les Américains parlent beaucoup de leur aide. Quand vous allez au niveau de la Palestine, quand les maisons sont détruites, l'essentiel des maisons qui sont détruites sont reconstruites par ce fonds des Nations Unies dont je parlais, parce que dans ce qu'ils font, il y a ça, la reconstruction des maisons, des écoles, des hôpitaux après les bombardements. Mais quand vous allez sur le territoire palestinien, l'aide réellement vient des pays arabes. Parce que quand les Nations Unies reconstruisent, si vous comparez ce qu'ils reconstruisent par rapport à ce que l'aide venant des pays arabes a reconstruit au niveau de Gaza, au niveau de la Cisjordanie, ce n'est pas comparable. Donc, il y a de quoi également faire davantage de lobbying au niveau de cette aide arabe pour que les gens augmentent le volume de l'aide, une façon de faire en sorte que le retrait des États-Unis par rapport à cette aide ne se répercute pas de façon négative et de façon durable
sur les populations palestiniennes. Alors, est-ce qu'il s'agit aussi au-delà pour l'autorité palestinienne une manière de prendre une certaine autonomie? Oui, une façon de s'affirmer parce que faut pas oublier que l'autorité vient de reculer les élections parce que s'il fallait... D'abord, les élections avaient été gagnées, non pas par l'autorité palestinienne quand on a organisé les élections législatives, mais plutôt par le Hamas que les Américains ne veulent pas entendre, le Hamas que Israël ne veut pas également entendre. De sorte que l'autorité palestinienne aujourd'hui a perdu beaucoup de son leadership sur les territoires palestiniens. Ce serait une façon de réaffirmer son autorité, de se repositionner par rapport au Hamas pour montrer qu'ils ne sont pas des marionnettes à la disposition des Américains. C'est ce qui a toujours été reproché à l'ancien président Arafat et au président actuel de l'autorité palestinienne. C'est une façon de s'affirmer pour que peut-être les populations palestiniennes se reconnaissent à nouveau dans cette autorité parce qu'on lui reproche son âge, on lui reproche le fait que rien ne bouge, on lui reproche des négociations qui n'ont jamais été en faveur de la Palestine, on lui reproche des engagements qui ont toujours été pris par Israël, par la communauté internationale et qui n'ont jamais été respectés. Et c'est toutes ces raisons qui font que de plus en plus, on voit les Palestiniens aller vers les barrières israéliennes pour manifester directement parce qu'on considère que l'autorité n'a pas fait le travail qu'elle devait faire. Alors, est-ce que dans le rôle d'arbitre que jouent les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien, cette décision de l'autorité va avoir un impact? Cela va avoir nécessairement un impact et l'impact est déjà là. Parce que l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem n'a pas du tout été digérée ni par les populations palestiniennes ni par l'autorité palestinienne. Et c'est là-bas qu'on a commencé à voir Mahmoud Abbas sortir même, j'allais dire, du cadre de la langue de bois qu'on lui connaissait et tenir des propos très fermes à l'endroit du président Trump et à l'endroit des États-Unis. Je disais tantôt que c'est en ce moment qu'il disait qu'on ne peut plus considérer les Américains comme un arbitre dans ce conflit parce qu'ils ont pris parti de façon très claire pour un camp par rapport à un autre camp. Et ça se voit de plus en plus dans la relation avec les États-Unis. On a vu qu'avec l'arrivée de Trump, les relations entre Israël et les États-Unis se sont renforcées. Netanyahou s'est senti vraiment soutenu. Il s'est permis de faire plein de choses que ses prédécesseurs n'avaient pas osé faire parce qu'il sait qu'il a un soutien sans faille du président américain. Donc au niveau des peuples, de la population palestinienne, cette chose n'est pas acceptée. Et malgré l'effort qu'il fait, les populations trouvent qu'il n'en fait pas assez par rapport aux États-Unis. De sorte que si les États-Unis se présentent aujourd'hui devant les Palestiniens en parlant d'arbitrage, je ne vois pas quel Palestinien va les prendre au sérieux pour cela. Est-ce qu'il y a déjà des réactions côté américain suite à cette décision? Pas encore, puisque la décision vient d'être prise. Elle n'est pas encore applicable. Elle le sera à partir de la fin du mois de janvier. Donc, on n'a pas encore vu les autorités américaines dire quelque chose par rapport à cette prise de décision. Elles attendent peut-être de voir l'effectivité de la chose pour peut-être se prononcer ou peut-être revoir également un certain nombre de mesures qui ont été prises. Parce que s'ils veulent continuer à participer à la résolution de la crise, il est clair qu'il faut également que les États-Unis revoient leur façon de se positionner sur Israël et d'ignorer en quelque sorte les Palestiniens et leurs revendications. Et qu'en disent les populations palestiniennes? Les populations palestiniennes, de façon générale, ont toujours été contre les États-Unis. Je crois que la façon dont les gens ont manifesté le jour où Trump est venu pour inaugurer leur ambassade est la preuve la plus manifeste puisque d'habitude c'est le Hamas qui mobilisait les populations, d'habitude c'est les partisans du Hamas qui manifestaient, mais ce jour-là, c'est les Palestiniens, aussi bien ceux qui se reconnaissent dans l'OLP, ce qu'on appelle le Fatah, le plus souvent, que ceux qui se reconnaissent au niveau du Hamas, qui se sont retrouvés pour manifester contre les États-Unis. Et depuis lors, dans le discours des populations palestiniennes, il y a cette chose qui est restée, qu'ils n'ont pas pardonné ni à Trump, ni aux Américains. Donc, ils ont tendance aujourd'hui à se retrouver dans une position très tranchée par rapport aux États-Unis. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La petite pause et après, l'invité de ce soir.